45 minutes, pendant à peu près 45 minutes, je vais passer la parole au président de la banque qui va faire quelques observations liminaires. Ensuite, nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez poser des questions. Nous vous demandons d'être concis parce que nous avons un problème de temps. Je sais que vous avez des problèmes de temps. La une doit être bouclée là maintenant. Ah oui. Et donc, indiquez votre nom et le nom de votre organisation. Et rappelez-vous, vous avez les gadgets pour l'interprétation. Vous pouvez choisir le canal pour le français, canal pour l'anglais. S'il vous plaît, asseyez-vous de telle sorte que je puisse passer la parole au président pour son intervention liminaire. Merci. Monsieur le Président, à vous la parole. Bonjour, je voudrais vous remercier tous d'être restés jusqu'à la fin des assemblées annuelles. Nous venons d'avoir la clôture des assemblées annuelles. Je voudrais vous dire que ces assemblées annuelles ont été couronnées de succès, un grand succès pour nous. Je voudrais remercier le gouvernement de la République arabe d'Égypte d'avoir mis en place une organisation tout à fait impeccable pour ces assemblées. Ils se sont occupés des journalistes, se sont occupés de tout le monde, les infrastructures, les commodités étaient très bonnes. Je voudrais remercier le gouvernement et le peuple de la République arabe d'Égypte pour leur soutien. Et quand vous êtes venus ici, vous êtes venus là parce que vous vouliez entendre parler du changement climatique. Au début, je vous ai parlé des pertes que nous endurons en Afrique en raison du changement climatique. Et l'Afrique a besoin de 2,7 trillions de dollars pour pouvoir traiter des problèmes de changement climatique et assurer l'adaptation pour ce qui est du changement climatique. Donc, nous accueillons le gouverneur de la Banque centrale. Applaudissons pour lui. Monsieur le gouverneur, j'étais tout simplement en train de remercier le gouvernement et le peuple de la République arabe d'Égypte pour votre soutien indéfectible. Voilà, nous vous remercions. Donc, applaudissez pour le gouverneur, pour son appui et son soutien. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire que le débat, comme vous l'avez constaté, s'est déroulé dans plusieurs séances, des séances pour les questions de connaissances, de compétences. Nous avons examiné la performance des différentes économies africaines et je suis sûr que vous avez participé à ces différentes séances. Et je voudrais savoir si vous avez des observations ou des questions à poser. Nous venons de clore la réunion des gouverneurs de la Banque africaine de développement. Et d'abord, le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement a félicité la banque pour les efforts qui sont faits pour la transparence et pour ce qui a été fait dans le domaine des opérations souveraines que nous avons engagées. Le Conseil des gouverneurs de la banque a félicité la banque pour le guichet du FAD et les efforts qui sont faits pour le développement et des dispositions qui ont été prises à Washington qui a été félicité comme étant une institution de financement concessionnel dans le monde. Ceci, c'est une institution respectée. Nous continuons donc d'être félicités. Et nous ont félicité également parce que la Banque africaine de développement était également classée par la finance globale l'an passé comme étant la meilleure institution multilatérale de financement dans le monde. Ce que cela signifie, c'est que nos gouverneurs félicitent la banque. Pas tout simplement parce que c'est de la Banque africaine de développement, mais parce que c'est une institution globale très active pour ce qui est développement. Mais en ce qui concerne cela,
rien de ce que nous devons ne peut être plus important que le leadership pour le changement, pour ce qui est du changement climatique. Nous, en tant qu'organisation, nous prenons au sérieux le changement climatique. Les gouverneurs nous ont félicités parce que nous avons dépassé tous les objectifs qui avaient été fixés pour ce qui est du changement climatique. Nous avons fixé un objectif, nous avons dit que nous allons accorder 40% de financement pour le changement climatique et nous avons assuré 45% donc de financement nécessaire pour le changement climatique. Les gouverneurs nous ont félicités pour ce que nous faisons concernant l'adaptation climatique, qui est un problème important pour l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à 75% de financement donc prévu pour l'adaptation. Et cela dépasse les 50% qui avaient été fixés. Et bien, nous sommes en avance. Pour moi, en tant que président de la banque, je suis fier de cela parce que nous n'avons pas le choix. Parce que beaucoup de promesses ont été faites à l'Afrique et au monde en développement. Ces promesses ont été faites ici pendant le COP 27 ici, qui s'est déroulé ici. On voit 100 milliards de dollars de financement pour le climat. Et ceci a été promis par les pays développés aux pays en développement. Il y a eu des promesses qui ont été faites concernant les pertes, les différents problèmes qui ont été racontés. Qu'est-ce qui se passe? Nous constatons que les pertes se poursuivent et les ressources ne viennent pas comme cela a été attendu. Pour le Kenya, Mozambique, Madagascar, le Rwanda, le Malawi, et quand il pleut, en fait, il pleut très fort et cela entraîne des inondations. L'Afrique continue de souffrir du changement climatique. Je voudrais dire que les infrastructures représentent un des principaux défis du continent. Mais même les ressources que nous continuons d'injecter dans les infrastructures sont compromises par ce changement climatique. Mais il faut reconstruire tout. Et quand nous parlons du nombre de vies perdues, et le conseil de gouverneur de la banque a félicité la banque pour l'innovation, donc pour assurer les pays donc face à des changements de situations extrêmes. Nous avons une facilité pour l'assurance dans les situations de catastrophe qui assure les pays contre les situations de catastrophe. Il faut renforcer cette assurance-là pour aider les pays. Nous avons discuté avec le Conseil des gouverneurs sur la nécessité d'avoir un nouveau moyen de mesurer l'évolution de la situation en tenant compte de la biodiversité et les écosystèmes de forêt que nous avons en abondance sur le continent. Et j'ai probablement parlé de ceci avant. Je ne pense pas que nous puissions passer de milliards de dollars à des trillions de dollars pour le climat jusqu'à ce que nous ayons décidé de la façon dont nous devons mesurer de façon claire. Le PIB comme mesure de richesse est un problème pour nous, pour ce qui est du climat et de la croissance verte, parce que cela ne prend pas en compte la façon dont cette richesse est créée. Cela ne tient pas compte des externalités de ce processus de croissance. Et cela ne récompense pas ceux qui contribuent sur le plan régional et sur le plan international pour les biens publics et la séquestration du carbone dans le monde. Et ce qui est prévu, et cela est fait. Et en Afrique, nous avons le bassin du Congo, qui est un bassin très vaste, et nous faisons des efforts. Qu'est-ce que nous obtenons pour cela? Voilà, nous pensons qu'il est important de fixer les tarifs pour le carbone de façon appropriée. Et il faut tenir compte du stock de capital pour ce qui est de la séquestration du carbone, de la biodiversité des forêts. Il faut prendre cela en compte pour mesurer notre richesse. Et si nous faisons cela, alors l'Afrique et ces pays qui sont en train de faire ces efforts vont être plus riches que cela n'est le cas en ce moment. Et c'est là une chose fondamentale dont nous devons en tenir compte. Nous contribuons donc pour les biens publics. Pour ce qui est des biens publics, nous devons faire en sorte que ce que nous apportons pris en compte de façon adéquate pour ce qui est de la constitution des richesses et de la mesure. Les gouverneurs, le conseil de gouverneurs
la Banque africaine de développement nous a demandé de continuer de travailler sur les énergies renouvelables. Et bien sûr, nous faisons cela. Aujourd'hui, 87% de ce que nous faisons dans le domaine de l'énergie, pour ce qui est de la production d'énergie, concerne les énergies renouvelables. Nous avons des débats bien engagés avec le Conseil de gouverneurs concernant les réalités et la nécessité de faire en sorte que 600 millions d'Africains aient accès à l'électricité, à l'énergie. Et nous disons en fait que ce n'est pas l'idéologie qui fait fonctionner les économies, c'est le pragmatisme. Et voilà, ce que nous devons dire que nous sommes les leaders en tenant compte de cela. Nous avons Ouarzazate, par exemple, qui est la plus grande ferme pour l'exploitation de l'énergie solaire. Et il y a également une autre ferme qui a été créée là-bas au Maroc. Donc le Maroc joue un rôle très important pour ce qui est de cela. Donc nous avons en Afrique le projet Desert to Power et pour produire 10 000 mégawatts. Et c'est notre frère du Maroc qui est à la tête de cela, Bakri, qui est le président de la structure. Il est à la tête de l'Agence pour l'énergie au Maroc. Le Maroc a beaucoup de choses à partager avec le reste du monde. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que même ici, en Égypte, le projet Ben-Ban, et que son Excellence, le président Abdel Fattah el-Sisi, est en train de mettre en œuvre ici plus de 3 000 mégawatts d'énergie. Nous allons continuer d'investir et nous allons libérer la capacité de mobiliser l'énergie en Afrique. Nous allons poursuivre, mais il y a des limites. L'Afrique a besoin d'avoir accès à l'électricité. Elle a besoin d'avoir l'électricité bon marché. Elle doit avoir la sécurité nécessaire dans ce domaine, de telle sorte que nous puissions faire tourner les industries et créer des emplois. Et donc, il y a un débat qui concerne le fait que le gaz naturel a un rôle important à jouer dans ce processus. Le gaz pour la liquéfaction du gaz et pour la cuisine et également le gaz naturel pour les engrais, de telle sorte que nous puissions avoir des engrais pour l'agriculture, pour la production agricole. Il y a deux éléments qui sont très importants pour ceci. Je veux être sûr que nous comprenions. Nous avons le carbone réduit, donc un niveau réduit, et puis les engrais. Nous disons, on ne peut pas dire pas de carbone du tout. Tout ce que nous faisons et qui contribue à la réduction du carbone, du niveau de carbone, réduire les émissions de carbone. Parce qu'il faut partir de là où vous êtes pour arriver là où vous voulez être. Nous sommes engagés pour la transition en Afrique, mais il faut une transition juste et équitable dans le domaine de l'énergie en faveur de l'Afrique. Le Conseil des gouverneurs nous a également demandé, au-delà du climat, de travailler sur les infrastructures, qui est une des choses les plus importantes que nous faisons en tant que banque. Et ils nous ont demandé de continuer d'investir dans la préparation des projets de telle sorte que nous puissions avoir des commodités pour la préparation des projets comme le NEPAD. Et le NEPAD, une facilité pour la préparation des projets, pour que nous puissions avoir des projets bancables qui puissent soutenir le travail qui est fait dans le domaine des infrastructures. Et ils nous ont encouragés également pour ce qui est de la question de la dette. Parce que je disais que si vous avez le changement climatique qui décime l'Afrique, qui emporte près de 50% du PIB de l'Afrique, c'est cet argent-là, nous aurions pu l'utiliser sans avoir à emprunter. Donc le problème du changement climatique contribue à alourdir l'endettement de l'Afrique. Donc nous devons continuer à travailler sur la question de la dette, et en travaillant sur ces questions de dette, nous devons nous assurer que la dette puisse être transformée, puis travaille pour l'Afrique de façon juste et équitable, et que cela ne prolonge pas la durée donc de l'endettement des différents pays. On nous a demandé de faire plus. Nous avons été félicités, on nous a demandé d'en faire plus sur la sécurité alimentaire.
Et parce que le défi concernant la sécurité alimentaire, en cela encore, le changement climatique. Et parce que 3% des terres de l'Afrique sont irriguées. Et le reste, c'est l'agriculture pluviale. Et quand il ne pleut pas, voilà le problème. Je dis toujours que et peut-être que la façon dont nous faisons travailler l'agriculture en Afrique, c'est de prier. Et nous prions beaucoup. Mais j'aime bien prier. Et tout le monde ici aime certainement prier. Mais en Europe, en Amérique, dans les pays avancés, les paysans ont une assurance contre la grêle, contre les inondations, les catastrophes. Et il y a un paiement qui est fait. Et nos paysans n'ont absolument rien. Donc, nous devons avoir une agriculture qui résiste au climat et que nous ayons une résilience dans ce domaine avec les technologies nécessaires. Nous devons renforcer l'accès à l'assurance pour les cultures et également pour l'élevage. Et ce n'est pas parce qu'il a plu, beaucoup plu, qu'on se retrouve sans récolte. On nous a demandé de beaucoup faire dans ce domaine et nous allons faire précisément cela. La question de la sécurité aquatique. Nous faisons beaucoup dans le domaine de la sécurité concernant le gouvernement. Je voudrais remercier et féliciter le gouvernement égyptien pour le travail fait dans ce domaine pour la gestion des ressources en eau. Et ce que vous faites en rapport avec le problème projet et eau, énergie, alimentation, parce que l'eau, c'est la vie. Et dans une situation où nous n'avons pas suffisamment d'eau, alors nous allons rencontrer beaucoup de défis. Donc la Banque africaine de développement va en faire plus pour ce qui est de l'eau et comment recueillir l'eau, comment stocker l'eau, comment gérer les ressources, les bassins aquatiques et autres, les ressources transfrontalières sur le continent également doivent être gérées. Je voudrais vous dire que dans le cadre du tableau global, les gouverneurs ont parlé également de pandémie et la façon dont nous nous préparons donc pour faire face à ces pandémies à l'avenir. Et nous a demandé d'en faire plus, surtout sur les produits pharmaceutiques. Je vais prendre des questions également là-dessus si vous êtes prêts. Mais nous a dit également de faire en sorte que la fondation qui s'occupe de la fabrication des produits pharmaceutiques, et voilà, on nous a demandé de mettre en place cette fondation, faire en sorte que les vaccins, les produits pharmaceutiques puissent être fabriqués. Le conseil d'administration nous a demandé de faire en sorte que la fondation puisse démarrer le plus tôt possible, de telle sorte que nous puissions faire face aux pandémies. Nous avons été félicités concernant la question des femmes. Je suis quelqu'un qui est en faveur des femmes. Je suis un président qui s'occupe beaucoup des questions des femmes. Et nous avons un certain nombre de présidents. Il y a 4 vice-présidents. 4 vice-présidents qui sont des femmes. Les hommes continuent de dire, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes sûr que ça ne va pas être 80-20? Nous, en tant que banque aujourd'hui, nous avons que dans 100% de nos projets, ils comportent une composante pour les femmes. Voilà, au conseil, vous ne pouvez pas faire passer un projet, tous les projets, 100%, il y a des composantes pour les femmes. Et donc, 60% donc, des directeurs à la banque, ce sont des femmes. Et chaque fois que j'ai une nomination à faire, les gens me regardent pour voir, mais qu'est-ce qu'il va faire encore? Voilà, nous avons des gens qui sont des femmes qui font un travail très important. Et cela ne s'est pas produit auparavant dans l'histoire de cette banque. Et je pense que les femmes allaient applaudir. Et ce n'est pas tout simplement un geste, c'est le fait de reconnaître la réalité, le fait que nous avons des femmes brillantes parmi nous et que nous devons toujours promouvoir. Nous avons été félicités pour ce que nous faisons pour octroyer des finances pour les femmes. Nous avons accordé 1,4 milliard de dollars donc, pour aider les femmes entrepreneurs pour leur société. Un problème important donc, concerne l'architecture financière globale et ce que cela signifie pour nous, Banque africaine de développement. Je voulais dire 3 choses concernant cela. D'abord, c'est que nous, en tant que banque, ce que les uns et les autres nous demandent de faire, nous le faisons même avant qu'on nous demande de faire cela. Nous avons été félicités par le Conseil des gouverneurs
et pour notre leadership global sur l'innovation financière, la titrisation, la mobilisation des capitaux, le transfert de ce que nous avons comme ressources pour le secteur privé. Nous sommes les leaders dans le monde pour ceci. Nous avons été félicités, nous avons demandé de faire davantage pour ceci. Nous avons mis en œuvre différentes activités il y a quelques jours de cela. La question des droits de tirage spéciaux, cela retient l'attention des gouverneurs. Et là, la banque a été félicitée pour son leadership global, pour les solutions financières qu'il a trouvées pour faire en sorte que les droits de tirage spéciaux en soient rééchelonnés donc, et en direction des banques de développement. Et ceci est très important. Et la banque a été félicitée pour les efforts faits dans ce domaine. Deux autres points, et je vais m'arrêter, et cela concerne les investissements. L'Afrique a besoin d'investissements de la part du secteur privé, mais nous sommes engagés à enlever, éliminer tous les obstacles parce que les uns et les autres pensent que nous sommes un continent à risque. Non, cela n'est pas le cas. Et quand vous considérez ce que l'analyse était faite par Moody's concernant les pertes cumulées, il y avait, j'étais sur CNN, une émission, on m'a posé la question, Monsieur le Président, voilà, nous ne voulons pas savoir combien d'argent a été mobilisé. Non, nous avons besoin de savoir 2,7 trillions de dollars à l'horizon 2030. Mais la question, c'était une interview intéressante, cela concerne le secteur privé. Mais comment faire en sorte qu'on puisse obtenir les fonds auprès du secteur privé? Il faut développer donc les différentes banques, faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque, qu'il y ait des garanties, qu'il y ait un environnement régulateur approprié. Nous devons avoir des contreparties avec lesquelles nous pouvons travailler. Nous devons développer le capital humain de telle sorte que quand les gens investissent, ils puissent trouver la voie de sortie et avec leur argent sans un problème. Nous allons faire cela. Mais le forum d'investissement pour les investissements en Afrique a été félicité en particulier par les gouverneurs. Ils nous ont demandé d'en faire plus. Ils nous ont demandé de mobiliser plus de milliards de dollars pour l'Afrique. Et enfin, pour ce qui est des infrastructures vertes, les gouverneurs ont félicité la banque pour le lancement de l'Alliance pour les infrastructures vertes en Afrique. C'est un nouvel outil que nous avons mis en place pour mobiliser 10 milliards de dollars pour les infrastructures vertes en Afrique et pour faire en sorte que l'Afrique puisse aller vers une situation plus favorable. Donc, en tant que président de la banque, j'étais tout à fait satisfait. Et 37 pays sont des pays à faible revenu. Ce sont eux qui rencontrent des problèmes concernant le changement climatique. Et ce sont eux qui ont le moins de ressources pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Et ils n'ont pas suffisamment de ressources. Et donc, les gouverneurs de la banque soutiennent ce que la banque a fait et le Fonds africain de développement qui utilise ces fonds pour aller sur les marchés des capitaux et mobiliser des capitaux. Et lever des capitaux, il y a encore des choses à faire, c'est des signatures entre pays, mais cela en soi est un jalon très important. Ce que cela signifie, c'est que chaque cycle de reconstitution, à savoir tous les 3 ans, nous pouvons lever des fonds, 4 milliards de dollars en plus, donc pour aider ces pays à faible revenu, et cela peut aller jusqu'à 27 milliards de dollars et même plus. Tout dépend des taux d'intérêt quand ceci sera lancé. Donc, réellement, je suis particulièrement satisfait du fait que cela a été considéré comme étant clé. Donc, 9 sur les 10 pays les plus vulnérables face au changement climatique dans le monde, 9 sur 10 sont des pays qui comptent sur le Fonds africain de développement. Donc, quand nous aurons ces nouvelles ressources, cela leur permettra de dépenser pour se protéger. Et en plus de cela, nous avons le guichet concernant donc les ressources pour le climat. Cela va nous permettre de mobiliser 39 milliards de dollars.
Et le Conseil de gouvernement nous a demandé d'aller plus loin, de telle sorte que nous puissions aller plus loin, que nous puissions mobiliser plus de ressources. Donc voilà, pour l'ensemble, ce qui s'est passé entre les réunions, les décisions qui ont été prises pour vous donner une synthèse. Voilà. Mais je voulais, avant de prendre les questions, vous remercier d'être venu. Je voudrais vous remercier pour ce que vous écrivez sur nous, pour votre participant. Au-delà de ce que vous rapportez, c'est l'intérêt que vous manifestez pour notre continent. Ce sont là des éléments qui sont très importants pour notre continent. Je considère les médias comme étant des partenaires pour nous dans le voyage que nous avons engagé. Je vous demande de continuer à rapporter ce qui se fait concernant le développement de notre pays. Et je nierai pas le fait que nous rencontrons des difficultés. Il y a beaucoup de choses qui se produisent. Donc, écrivez donc sur les grandes choses qui se produisent, même au moment où nous acceptons les défis que nous devons relever et que nous devons donc traiter. Votre rôle est tout à fait crucial. Donc, je passe suffisamment du temps avec les médias parce que je sais que vous avez des choses intéressantes à rapporter au public. Et une des choses que j'ai constatées qui était très importante avant de conclure concerne le Zimbabwe. Nous avons une séance importante sur le Zimbabwe où le président Mnangagwa était là-bas, le président Tshisekedi du Mozambique était là-bas, d'autres partenaires venant de différentes parties du monde, ils étaient là-bas, c'était tout à fait incroyable. Et on a eu donc le sens de l'action collective. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire concernant le Zimbabwe, sur le plan économique, sur la gouvernance, les questions de terre, mais il y a un accord pour dire que nous devons travailler ensemble et trouver des solutions pour aider le Zimbabwe à se sortir de la situation de sanctions. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Je vais maintenant prendre les questions. Okay, thank you so much, Mr. President, for that. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un distingué représentant de la presse, nous avons 2 microphones. Voilà, nous avons à droite et à gauche des mains qui sont levées. Il y a également ceux qui sont en bas. Indiquez votre nom et votre organisation et soyez bref. Télévision égyptienne, les opérations entre la Banque et l'Égypte et le président Al-Sisi a indiqué son soutien pour ces opérations, l'énergie solaire. Il a dit également qu'il y a un programme concernant l'eau, l'énergie et le domaine de l'agriculture. Et comment ces opérations peuvent aider l'Afrique et comment les pays africains peuvent coopérer ensemble pour régler les problèmes de changement climatique. Et je vous remercie. Passez le micro à CNBC. Je représente CNBC. Ma question porte sur 2 domaines. D'abord, en écoutant ce que vous avez dit et d'après ce que les gouverneurs ont dit, donc il y a la question de la rapidité. Et comment pourrons-nous obtenir ces ressources très rapidement, les mobiliser. Et deuxième question liée à cela, et les différentes autres questions donc, concernant les fonds, la mobilisation d'autres types de fonds pour aider le continent. Et nous allons prendre 4 questions. Voilà le monsieur qui est derrière, oui. Bon après-midi, je m'appelle Lucie du Média Nigeria. Quels ont été les défis de la banque au cours de l'année écoulée? Merci beaucoup pour cette question. Une autre question. Et ensuite, je vais passer de l'autre côté. Une dernière question. Le monsieur en blanc. Je m'appelle Jejuri de Toll Communication Kenya. Hier, le gouvernement américain a eu un accord avec notre gouvernement pour dire que tout ce qui est donné comme fonds au gouvernement, et en fait,
Et s'il y a quoi que ce soit qui se passe concernant l'utilisation appropriée, il y a eu un accord avec le gouvernement kenyan entre les États-Unis et nous. Ils disent que quand ils donnent de l'argent au Kenya pour le développement, et si des responsables tripatouillent un peu et manipulent cet argent, ils doivent être punis. Donc, en nous inspirant de cela, est-ce que vous avez un moyen de vous assurer qu'il y ait une surveillance de telle sorte que chaque dollar que vous apportez au pays, que cela est utilisé au mieux? Voilà. OK, nous allons passer à l'autre côté, Monsieur le Président. Je voudrais que le gouverneur réponde à la première question donc, concernant le rapport entre l'eau, et l'alimentation, l'énergie, et comment cela peut être organisé et mobilisé dans le cas de l'Égypte. Comme il est gouverneur de la banque et il représente l'Égypte, je vais donc laisser notre président donc prendre cela. Merci, Monsieur le Président. Nous avons entendu la question donc concernant le rapport qui est établi sur le ministère de la Coopération internationale qui s'occupe de ceci. Et nous essayons de faire en sorte que toutes les parties prenantes se retrouvent de telle sorte que des projets puissent être lancés. Et nous pensons que sur cette plateforme, il y a 1,4 milliard de dollars qui sont prévus dans ce domaine et ils coordonnent avec différents acteurs pour assurer le financement nécessaire. Et ceci provient de Banque multilatérale de développement. Pour la deuxième question, nous travaillons en étroite collaboration avec la Banque africaine de développement. Nous avons beaucoup de projets en Égypte, projets concernant la sécurité alimentaire, l'électricité, croissance verte, l'eau, l'agriculture. Il y a différents projets sur lesquels nous travaillons. Et je pense que le docteur Adesina a parlé également des différents modèles d'opération qui sont prévus, les différents montages nécessaires. Certains fois, ça peut être compliqué, mais il y a des efforts qui se poursuivent. Voilà ce que le gouverneur a dit. Nous menons des opérations basées sur les politiques. Nous prêtons des fonds aux pays pour assurer des réformes. Et les opérations les meilleures opérations que nous avons menées dans ce domaine concernent l'Égypte. Ceci concerne les réformes dans le domaine de l'énergie en Égypte. Et pour le conseil d'administration, et c'est là un exemple de la façon dont ces opérations peuvent être menées à bien de façon efficiente. Et étant donné que depuis que cet apport a été fait pour l'Égypte, il y a des changements sur les tarifs, le fonctionnement des différents services publics. Ils ont investi davantage dans les énergies renouvelables et ils ont fait baisser les coûts donc pour faire participer un plus grand nombre de personnes. Donc, quand vous posez la question de savoir qu'est-ce que le reste du monde peut apprendre, je pense que la bonne gouvernance, la mise en œuvre de grands projets, le fait d'aller rapidement et trouver la bonne échelle, tout ceci, on trouve en Égypte. Et l'autre chose, donc, pour appuyer ce que le gouverneur a dit, c'est la façon dont vous vous occupez des questions d'eau ici. Et comme le gouverneur l'a dit, la question de l'eau, la gestion des ressources en eau et le traitement des eaux usées, c'est les meilleures opérations dans le monde. Et si vous voyez, par exemple, Gabal al-Asfar, il y a un autre projet à Bourawash et d'autres projets, de gros projets qui aident des millions de personnes. Je parlais à certains pays et je leur ai dit, allez en Égypte, inspirez-vous de ce qui se fait là-bas concernant le traitement des eaux usées et autres, ce qui se fait entre l'Égypte et ces pays, à ces différentes réunions. Ce sont ces contacts-là qui permettent. Il y a d'autres domaines dans lesquels
Et l'Égypte peut partager beaucoup de choses. Et concernant les produits pharmaceutiques, par exemple, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Nous pouvons nous inspirer de ce que l'Égypte a fait dans le domaine des produits pharmaceutiques, mais bien sûr, la rapidité et pour la mise en œuvre des projets solaires, c'est vraiment quelque chose qui donne à réfléchir. Parce qu'en 2014, ce pays avait 6 000 mégawatts de déficit en électricité. En 2022, il y avait 20 000 mégawatts de surplus, d'excédent en 8 ans. Donc, cela permet de savoir ce que c'est la détermination, permet de faire. Voilà, donc j'ai toujours dit ceci dans le président El-Sisi, je l'ai dit au moment de l'ouverture. Voilà, je l'aime bien parce qu'il va très vite, il agit, réagit très rapidement. Voilà. En 2063, je ne serai pas là, je serai parti. Mais tout ce qui concerne le continent, ça ne doit pas être pour l'avenir. Et quand je viens ici en Égypte, je vois des choses qui se produisent. Voilà. Et cela va vite et vous avez beaucoup de choses à partager. Il y a beaucoup de choses à apprendre à partir de l'Égypte. Pour CNBC, hein, ce que vous dites concernant la rapidité, la célérité de l'action, un des domaines dans lesquels nous allons devoir aller même plus rapidement, c'est la façon dont nous devons mobiliser plus de ressources pour le secteur privé. Et nous avons déjà conçu la démarche au Forum pour les investissements en Afrique que nous tenons en novembre. Je voudrais remercier CNBC Afrique d'avoir toujours couvert cela pour nous. Nous allons mettre l'accent sur la mobilisation des ressources à partir de l'Afrique pour aller vers les industries métal, les industries vertes. Vous allez avoir beaucoup d'actions là-dessus et également sur les droits de tirage spéciaux. Cette année, nous allons avoir 5 pays qui se sont engagés donc, pour que nous puissions rééchelonner donc, ce qui est fait, ce qui est obtenu à d'autres domaines dans lesquels vous avez des ressources concernant l'entrepreneuriat pour les jeunes. Nous allons aller au conseil d'administration bientôt avec quelques projets cette année et nous allons en faire plus l'an prochain. Ce sont là les domaines que je vois. Vous avez parlé de la diaspora. Aussi, nous, en tant que banque, l'économiste en chef de la banque a organisé un événement important. C'était quand, l'an passé, où nous avons rassemblé les gens de la diaspora. La diaspora joue un rôle critique pour l'Afrique. Ce n'est pas fuite des compétences, c'est l'économie circulaire. On recycle des cerveaux qui travaillent pour l'Afrique à partir de l'extérieur. Et la diaspora, c'est beaucoup plus que les transferts qu'ils font. C'est l'expérience, c'est les compétences, c'est les investissements, c'est les réseaux et la crédibilité qu'ils apportent à nos pays et la fierté. Nous allons continuer en tant que banque à travailler avec eux, avec des obligations pour qu'ils puissent émettre des obligations ici en Égypte et des fonds de pension et des fonds d'investissement. Nous avons 3 trillions de dollars qui sont en train d'être gérés, des fonds de pension et des fonds d'investissement. Si vous prenez vos 3 trillions de dollars, et si vous investissez avec des taux de rentabilité négatifs, alors que ceci est censé servir à l'Afrique, quand les gens s'en vont, ils vont à l'extérieur, ils reviennent, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, alors que les fonds de pension doivent vous permettre d'avoir de bonnes recettes, d'avoir un intérêt. Le moment est venu pour nous de travailler avec les fonds de pension et les fonds d'investissement pour investir dans les infrastructures, de telle sorte que nous puissions utiliser nos fonds, de telle sorte que cela travaille pour nous. C'est ce que Lucie a dit concernant les différents défis. Les défis, nous en avons rencontré, nous avons travaillé là-dessus. Les changements climatiques, cela représentait un problème pour différents pays. Et les questions donc concernant les coûts ou de l'endettement pour différents pays
Et différentes politiques sont en train d'être menées. Différents gouverneurs de banques sont en train de travailler sur le taux d'intérêt pour essayer de faire en sorte que la situation soit assainie. Il y a d'autres défis également que nous rencontrons concernant les tensions géopolitiques dans différentes parties du monde, et cela nous affecte concernant la sécurité alimentaire, et cela rend la situation plus difficile pour nous. Well, really, Africa was caught in a very hard place. L'Afrique, en effet, a été dans des situations plutôt difficiles à la lumière de ces événements qui sont survenus à l'échelle internationale. Mais il est important que le monde se rende compte que le taux de la dette ne peut pas s'accroître. Et la capacité à avoir des options de refinancement, ou l'incapacité à avoir des options de refinancement, c'est plutôt cruel. La plupart des pays ont des dettes internationales et après les avoir procédé au service de la dette avec des taux d'intérêt faibles, ces dettes deviennent élevées, ils font face à des coûts plus élevés qui accroissent le besoin de financement. Et au même moment, des primes de risque que subissent les économies africaines ont augmenté de façon drastique. Bien sûr, ces primes de risque vont vers les fonds internationaux, vont vers les investisseurs internationaux qui demandent aujourd'hui des primes plus élevées pour que ces pays puissent maintenir le niveau de dette qu'ils ont déjà. Je ne connais aucun pays, y compris les États-Unis d'Amérique, aucun pays qui, si la fenêtre de refinancement se ferme, je ne connais pas de pays qui n'entrerait pas en faillite, y compris même les États-Unis d'Amérique. En Afrique, nous devons travailler ensemble afin que nos propres fonds circulent entre nous et pour nous assurer que notre économie soit perçue d'une façon qui est proche de la réalité plutôt que d'être capturée à un moment donné là où de nombreux facteurs négatifs sont pris en compte. Pour ajouter à ce que Monsieur le gouverneur vient de dire, le gouvernement, c'est un gouverneur de la Banque centrale. Il doit gérer l'ensemble de l'économie de l'Égypte, l'une des plus vastes économies du continent. Mais sur ce dernier point abordé par le gouverneur, c'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement, pour les raisons qu'il a mentionnées, établit le mécanisme de stabilité financière qui apporte un espace, un filet de sécurité s'il y a des facteurs exogènes. Nous sommes la seule région du monde qui n'a pas de coussin de liquidité. C'est inacceptable et cela va changer. Pour revenir sur ce que le gouverneur a dit concernant les notations, j'ai été ébloui par des données qui ont été partagées avec moi hier. Pour une même notation d'un pays africain, et d'autres pays du monde, en Amérique latine, la même notation, par les mêmes agences de notation, le pays africain sera amené à payer 200, 500, 900 points au-dessus du montant payé par ces autres pays pour une même notation. Les risques africains ne sont donc pas taxés au même niveau. Nous payons trop. Je crois que nous pouvons économiser 74,5 milliards de dollars si les prix étaient fixés de façon adéquate pour nous. C'est la raison pour laquelle le rapport de perspectives économiques africaines qui a été lancé par le professeur Ourama
Un des domaines qui doit être soutenu, c'est le domaine que l'Union africaine soutient, c'est l'idée d'avoir une agence de notation africaine. Si vous avez les bonnes données, vous connaissez les éléments de risque, vous êtes plus proche, vous pouvez évaluer les risques politiques, financiers, économiques sur le continent. Et vous avez de quoi mesurer, parce qu'aujourd'hui, la façon dont l'Afrique est notée n'est pas juste. Ce n'est pas équitable. On peut dire que ce sont des facteurs exogènes auxquels nous devons faire face. Concernant le Kenya et la question de la corruption, les fonds du gouvernement n'ont pas leur place dans les poches privées. Il faut une tolérance zéro envers la corruption. Et à la banque, nous avons une tolérance zéro pour la corruption concernant tous nos projets. Il faut une pleine transparence dans la comptabilité financière liée au projet. Et c'est la raison pour laquelle nous portons une attention toute particulière à cette question. Si l'Afrique répondait à ces problèmes de corruption, nous aurions plus de fonds. Nous perdons près de 83 milliards de dollars chaque année avec le flux financier illicite. Je pense que ceux qui sont corrompus doivent subir le coup de la loi. Merci beaucoup. Nous allons passer à ce côté de la salle et prendre quelques questions. Nous commençons avec la dame devant, puis nous passerons plus au fond. Bonjour à tous. Mon nom est Ristel Chuma. Je suis éditeur en chef adjoint à la Tribune Afrique et j'aimerais poser ma question en français. Mais Monsieur le Président, vous pouvez répondre en anglais. De ces réunions, vous avez à plusieurs reprises évoqué la question de la réévaluation de la richesse des pays africains. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas uniquement se baser sur le PIB et que dans le contexte actuel, il faut aussi tenir compte des richesses qu'offre le continent pour aider à lutter contre les changements climatiques, avec notamment le bassin du Congo, etc. Ma question est de savoir, parce que c'est une importante question, parce qu'on a vu depuis l'année dernière le monde entier se ruer en Afrique. Le monde entier était à Kinshasa pour parler de comment le continent peut mettre à disposition du monde le bassin du Congo. Comment concrètement arriver à porter ce plaidoyer de telle sorte qu'il soit pris en compte par la communauté internationale et que la richesse des pays africains soit mieux évaluée? Quelle est la responsabilité des gouvernements sur ce dossier et comment la Banque africaine de développement compte accompagner ce plaidoyer-là pour qu'il soit entendu? Merci. Okay, thank you. We'll take, Merci. Nous allons prendre 3 autres questions. Permettez-moi cependant de répondre à cette question. Le problème ici, je me rappelle avoir lu un ouvrage il y a plusieurs années de cela, écrit par un économiste péruvien appelé Hernandez de Soto. Cet ouvrage parlait du mystère des capitaux. Et il parlait du fait que le pauvre peut être pauvre, mais en fait, il a beaucoup d'actifs. Et ce qu'il a n'est pas mis en valeur. Et si vous attribuez une valeur aux actifs du pauvre, il ne serait plus aussi pauvre qu'on le pense. Il est donc possible d'avoir des actifs qui ne soient pas évalués ou qui soient sous-évalués et qui feraient qu'autrement, vous ne seriez plus pauvre. Ce dont nous parlons ici, c'est du fait que le moment est venu. De même que nous parlons d'évaluer les risques de l'Afrique de façon adéquate, attribuons le prix aux
des capitaux, des ressources africaines comme il se doit. Le monde dit que nous devons parler de biodiversité. Oui, nos gouverneurs nous ont même demandé d'inclure le travail sur la biodiversité. Mais lorsque nous parlons de biodiversité, l'évaluation de cette biodiversité est également importante. Lorsque nous parlons des forêts, du couvert forestier, de la séquestration de carbone, des poumons du monde que nous fournissons à la planète. Mais ces valeurs ne sont pas reconnues. Nous le faisons pour le monde entier. Pourquoi est-ce que, puisque nous sommes ceux qui avons la capacité de séquestrer le carbone, pourquoi est-ce que le prix du carbone en Afrique est si bas que nous ne sommes pas compensés de façon adéquate pour la séquestration de carbone? Tout comme c'est le cas pour la transition énergétique équitable, nous avons besoin d'une évaluation juste de nos richesses. J'ai demandé à l'économiste en chef de la banque, et il est là, devant vous, le professeur Orama. Je lui ai demandé de parvenir à des méthodes qui nous permettront d'avoir une évaluation juste et équitable des richesses des pays africains sur la base du capital naturel, sur la base de la séquestration du carbone, sur la base de la biodiversité. Et bien sûr, encore une fois, notre voix doit être entendue. Parce que si notre voix n'est pas entendue, l'environnement mondial ne va pas changer la façon dont notre richesse est évaluée. Et à chaque événement, à chaque rencontre, je n'aime pas les discussions idéologiques, j'aime les discussions basées sur des faits. Voilà comment les choses auraient dû être faites. Voilà comment la situation est aujourd'hui. Nous devons changer la méthode dont notre richesse est évaluée. Il y a du travail qui se fait pour travailler avec les pays sur les ressources naturelles dans leur propre comptabilité. Et il y a un travail remarquable qui se fait sur les données et les méthodes qu'il y a. Et une façon consistante et cohérente de le faire. Il y a un travail remarquable à faire, mais c'est quelque chose que nous devons à l'Afrique. Cela doit être fait. Il ne faut pas que dès que l'Afrique a une ressource, tout soudainement, le mauvais prix lui soit attribué. Et c'est une méthode que nous allons utiliser désormais. Merci, Monsieur le Président. Avant que je ne passe à la question suivante, j'aimerais dire que notre économiste en chef et notre vice-président pour la gouvernance économique et la gestion des connaissances pourraient se faire reconnaître des journalistes. À présent, nous passons aux questions dans les rangs du milieu, un peu plus au centre, s'il vous plaît, puis nous reviendrons à l'avant. C'est Madame Sabagdi Hana, journaliste de l'APS, Algérie Presse Service. Donc, je pose ma question en français. Donc, c'est bon? Okay. Donc, durant 5 jours, le Conseil des gouverneurs a discuté d'une réforme de l'architecture financière mondiale pour une plus grande implication du FMI à travers les DTS ou des autres bailleurs de fonds dans le développement durable en Afrique. Maintenant, les assemblées annuelles de la BAD ont pris fin. Et pour ne pas rester dans les plaidoyers, quelles sont les actions concrètes que vous comptez entreprendre pour concrétiser cette démarche? Mais vu que les pays développés ont déjà failli à plusieurs reprises à leurs engagements vis-à-vis de l'Afrique, qu'est-ce qui pourrait justifier votre optimisme quant à l'aboutissement d'une telle démarche? Merci. No, I'm gonna check it as we go. So, je répondrai à cette question en partie. Je laisserai le gouverneur répondre également. Je dirais ceci. Il nous a été demandé de mener des réformes en tant que Banque multilatérale de développement et ces réformes sont nécessaires. Depuis le FMI, la Banque mondiale et au niveau des banques régionales multilatérales de développement. Il y a également eu un rapport sur les ratios prudentiels, sur les capitaux qu'il nous faut pour faire le travail que nous faisons.
Et nous sommes d'accord avec un bon nombre des recommandations. Mais un bon nombre des recommandations qui sont mentionnées dans ce rapport, nous les menons, nous les avons même suggérées en tant qu'organisation. Alors, une bonne partie de ce que nous faisons est ce qui est en train d'être utilisé aujourd'hui pour dire que tous les autres doivent le faire. Nous avons innové, qu'il s'agisse de la titrisation synthétique, qu'il s'agisse du transfert de risque des actifs d'un portefeuille vers le secteur privé, ou qu'il s'agisse d'un capital spécial appelable transférable, que nous avons été les premiers à mettre en place. Nous avons innové et nous sommes heureux de voir que ce rôle de chef de file est reconnu à travers le monde. Dans ce sens, ceci étant dit, j'aimerais faire 3 observations concernant l'architecture financière mondiale. Tout d'abord, il est important d'avoir des biens publics à l'échelle mondiale. On traite des questions de la pandémie ou du climat, des risques géopolitiques. Cependant, les événements mondiaux ne se passent pas dans l'air. Ils arrivent dans une région, dans un pays ou dans une communauté. Alors, beaucoup plus que par le passé, il y a la nécessité que des banques multilatérales de développement comme nous aient plus de capitaux pour répondre aux conséquences de ces dynamiques mondiales dans nos régions. Et ceci parce que les banques régionales de développement connaissent bien leur région, elles y travaillent, on leur fait confiance, elles ont des instruments politiques, il y a beaucoup de programmes qu'ils entreprennent. Ce que je veux dire, c'est que la réforme de l'architecture financière mondiale doivent également équilibrer les crédits. On ne doit pas penser que tout d'un coup, le monde entier se préoccupe du bien public. Les régions ont besoin de plus de ressources. Nous parlons des risques géopolitiques et des conflits. En Afrique, aujourd'hui, nous avons près de 85% des Africains qui vivent dans une région ou proche d'une région qui subit des conflits. Il y a des effets qui peuvent les toucher. Mon point, c'est que les banques régionales multilatérales de développement doivent être mieux capitalisées. Et au cours de ces assemblées, le gouverneur du Royaume-Uni et d'autres gouverneurs ont pris la parole pour dire: nous voulons que cette banque soit une banque plus large, plus grande, et c'est quelque chose d'important pour nous. Avoir une banque plus grande qui fasse face aux défis que rencontre l'Afrique. Ce que j'aimerais également aborder, c'est la question de la collaboration avec le secteur privé. La Banque africaine de développement est mieux placée pour attirer les ressources venant du secteur privé. Et enfin, pour ce qui est de bénéficier ou profiter de ce secteur privé, la question essentielle pour nous, ce n'est pas simplement d'avoir plus de capitaux. C'est vrai, c'est important. Nous l'utilisons. Comme en tant que banque, nous faisons le maximum avec ces capitaux à travers la banque, beaucoup plus que toutes les autres banques multilatérales de développement à l'échelle mondiale. Nous l'utilisons pour avoir le triple A que nous avons. Mais ce qui est important, c'est ce qui entre. Car si j'exploite ce qui est auprès du secteur privé, c'est risqué. Mais cela veut donc dire que j'ai besoin de plus de capital risque pour le faire. Ce que je veux donc dire, c'est ceci. Oui, il nous est demandé d'entreprendre bon nombre de ces réformes, mais il y a d'autres éléments même que nos actionnaires nous demandent de faire et que nous devrons faire pour nous faciliter la tâche. Une observation rapide concernant la première question qui a été posée concernant le PIB et les richesses qui sont sous-évaluées. La plupart des pays africains sont conscients de ce que nous avons une richesse liée aux terres arables et que nous ne sommes pas en mesure de monétiser. Nous le faisons partiellement. Il y a
l'enregistrement de cette terre ne se fait pas de façon robuste. Ensuite, les marchés financiers ne sont pas suffisamment développés pour leur apporter de la valeur. Tout ceci est lié également à la question du PIB, de ce que cela contient et de ce que cela représente pour nos pays. Concernant la deuxième question, je ne vais pas parler au nom de la BAD, mais j'aimerais cependant qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose de très important. Je ne connais pas de pays africain qui soit noté AAA. Je n'en connais pas. Il n'y en a pas. Cette notation est ce qui permet à la BAD d'obtenir des fonds à coût moins élevé et ensuite de financer des pays selon leur notation. Et il marche sur une ligne raide. J'ai eu l'occasion de parler avec Dr Ourama et nous parlions d'instruments hybrides, de capitaux hybrides, convertibles ou des dettes sur le long terme. Et il y a des questions qui ne sont pas très souvent abordées. Mais j'ai parlé au docteur Ourama et on a parlé dit plancher. Il s'agit des taux de change. Certains pays reçoivent des fonds en dollars, en euros, les injectent dans des projets. Ces projets sont dans des devises locales. Ce sont des projets sur le long terme, dans 5, 10 ans. Ils finissent par payer 3, 4, 5 fois plus que ce qu'ils ont obtenu pour ces projets. Cette question est essentielle. Non seulement cela est un problème, mais c'est un obstacle au financement futur de projets sur le long terme. Je vous remercie. Merci infiniment pour cette intervention, gouverneur Abdallah. Mesdames et messieurs de la presse, Monsieur le Président est attendu pour d'autres engagements et il serait bien apprécié de pouvoir mettre un terme à cette conférence de presse. Si les questions sont directes, je prendrai 3 autres questions avant la clôture. 3 questions seulement, s'il vous plaît. Ce monsieur ici... Il faut un équilibre du genre. Ensuite, nous irons au fond vers la dame et ensuite la dame à ma droite. Attendez là. Ah, français. On va apprendre les choses. Continuez. Merci beaucoup. Moi, je suis Yves-Laurent Goma. Je viens du Gabon. Je travaille pour gabonactu.com. Je voulais parler spécifiquement de la question liée au crédit carbone. Mon pays a récemment organisé un grand sommet, the One Forest Summit. Le principal intérêt de mon pays, c'était effectivement de fixer, de quantifier le crédit carbone et de fixer un prix. Mais malheureusement, après ce sommet, on n'a toujours pas une idée claire. Pourtant, on sait combien coûte une voiture Volkswagen, combien coûte une boîte de café, mais les crédits carbone, malgré les progrès de la science, on ne connaît pas les évaluer et on ne connaît pas les prix. Alors, vous avez dit, la Banque africaine de développement est la clé du développement de l'Afrique. Okay. Est-ce que vous pouvez aider nos pays à prendre le leadership pour que demain, on puisse savoir quantifier ces crédits et fixer le prix? Merci beaucoup. OK, Emeka, allez rapidement up to the lady at the back. Yeah, the lady at the back. Oui, la dame au fond. Bonjour, je suis de l'agence de presse tunisienne et j'aimerais poser une question plus particulièrement sur la Tunisie. Comment pouvez-vous évaluer la croissance économique et les mesures urgentes à prendre, sachant que les discussions avec le Fonds monétaire international se sont interrompues? La dernière question, s'il vous plaît. Il y a un micro non loin de vous. Mon nom est Maureen Chibo.
Je publie un magazine en ligne à Lagos, au Nigeria. Je voudrais vous féliciter de la tenue de cette rencontre et d'avoir lancé la Fondation africaine pour la technologie pharmaceutique. Et c'est sur cela que va porter ma question. Et j'aimerais que, Monsieur le Président, vous y répondiez avec Monsieur le Gouverneur. Nous nous préparons à une pandémie, comme vous l'avez dit. Nous en avons déjà une dans la région qui prend la vie des populations. La COVID-19 a pris 257 000 vies en 2022. Or, nous avons le paludisme qui a tué plus de 600 000 vies en 2021. Et les enfants de moins de 5 ans représentent 77% de ces vies. Et 90% des cas de paludisme surviennent en Afrique. Quelle action va poser la Fondation pour accélérer la fabrication de vaccins pour l'Afrique qui subit cette pandémie de paludisme? Merci infiniment. Je serai concis. À la première question, j'ai déjà expliqué en longueur comment procéder concernant le carbone, le crédit carbone. Si vous revenez à ce que j'ai dit, nous pouvons apporter un appui. Je peux utiliser votre pays comme un exemple. Le Gabon qui veut pouvoir mesurer le prix du carbone. Alors, 3 choses. Tout d'abord, il faut une norme transversale, développer un marché du carbone au sein du continent africain pour s'assurer que ces investissements se fassent. Un peu comme un marché d'échange de carbone. Nous devons faire les choses entre nous, n'attendons pas les autres pour qu'ils le fassent pour nous. Ensuite, permettez-moi de dire que j'ai eu à rencontrer le ministre des Finances du Gabon et le président Ali Bongo au Gabon. Et j'ai exprimé à son Excellence la nécessité de réévaluer le PIB du Gabon sur la base des services environnementaux que le Gabon fournit au monde. Et cela requiert une discussion avec le FMI et d'autres sur la méthode pour y parvenir. Mais c'est quelque chose qui doit être fait parce que au Gabon, les services sont fournis sur le plan environnemental et cela veut dire que le PIB, en prenant cela en compte, doit être beaucoup plus important. Le ratio dette-PIB serait plus faible, ce qui veut donc dire que le Gabon pourrait se qualifier pour plus de ressources concessionnelles qu'il pourrait utiliser pour des investissements encore plus verts. Deuxième question portait sur la Tunisie. J'ai rencontré le ministre des Finances de la Tunisie. Nous apportons un appui à la Tunisie de plusieurs façons sur le plan de l'agriculture, des infrastructures et d'autres. Et nous soutenons également au niveau de l'énergie, notamment l'énergie solaire, des systèmes numériques pour l'agriculture et un appui au niveau des politiques. Il y a, comme vous l'avez dit, cependant, le problème des discussions avec le FMI. J'ai demandé où est-ce qu'on en était. Ce processus sera bientôt conclu. J'encourage la conclusion de ce processus, ce qui se fera bientôt, et alors on pourra considérer d'autres instruments d'appui au pays. Chibo, concernant votre question sur la question de l'industrie pharmaceutique, c'est quelque chose qui a été abordé déjà. Qui dépend d'autres. Les autres ne peuvent vous donner que ce qu'ils ont. Ça peut ne pas être ce dont vous avez besoin. Le profil épidémiologique de l'Afrique est différent. Vous avez le choléra, le paludisme, la rougeole. Parfois, nous avons des problèmes avec l'Ebola. Vous avez toutes ces maladies. On ne peut pas attendre à ce que les entreprises pharmaceutiques à l'échelle internationale travaillent pour la région. C'est la raison pour laquelle vous devez vous assurer, ou nous devons nous assurer de renforcer notre propre capacité de recherche et de développement pour la production de médicaments, pharmaceutiques et de vaccins qui répondent à notre profil
Ensuite, la réaction aux différents traitements dépend des données génétiques. Et ce qui est fait n'est pas fait avec l'Afrique en tête avant même que ces produits soient mis à disposition. Mais si vous fabriquez des médicaments, des produits pharmaceutiques, vous pouvez faire les essais en Afrique et le type de recommandation que vous aurez sera différent. C'est la raison pour laquelle la Fondation africaine pour la technologie pharmaceutique est essentielle. Il s'agit d'avoir accès aux technologies en amont pour les vaccins, pas seulement pour avoir les vaccins, mais également concernant la connaissance pour y arriver, adapter cela au profil des maladies que rencontre l'Afrique afin d'adapter les technologies et répondre à nos propres besoins. On ne peut avoir rien pour rien. L'Afrique doit accroître l'investissement dans la recherche et le développement, dans les sciences biomédicales, la recherche pharmaceutique. Et c'est une des choses que cette fondation permettra à l'Afrique de faire pour établir le lien entre la recherche biomédicale locale aux structures mondiales. J'aurais aimé que vous soyez là le lundi lorsque nous avions le professeur Happy du Cameroun, un éminent professeur qui traite des questions de génome. Il nous a expliqué un certain nombre de choses, même les variants qui ont été trouvés, le variant de la COVID que l'Afrique a découvert. Certains de ces variants, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais ceux qui ont été découverts en Afrique du Sud, il y a eu le séquençage génomique par ces chercheurs. Une bonne partie du travail est fait en Afrique, mais nous ne pouvons pas dépenser 2% du PIB sur la recherche et le développement et espérer atteindre les sommets. Parmi tant d'autres choses, voilà ce que nous pouvons faire. Merci infiniment, Monsieur le Président. Avant que vous ne partiez, il y a une clarification ici d'un journaliste quant à la valeur de l'intersection entre l'énergie, l'eau et la nourriture. Il s'agit du total. Je vais laisser l'Égypte expliquer. Ce que l'Égypte essayer de faire va au-delà du lien entre l'eau, la nourriture et l'énergie. L'Égypte essayait de lever un total de 14 milliards de dollars. Qui a posé la question? Cette clarification venait... La question qui a posé la question n'est peut-être pas là, peut-être qu'elle est partie. La personne n'est pas là, alors il n'y a aucune raison alors de répondre à cette question. Juste par souci de clarté, au cours de la COP27, l'Égypte a essayé de mobiliser 14 milliards de dollars pour répondre aux questions du changement climatique de façon générale. Concernant l'intersection entre l'eau, l'alimentation et l'énergie n'est qu'une composante de cet ensemble. Et l'Égypte, pour cette composante, a demandé à lever 1,42 milliards de dollars et il nous a été demandé d'être le lead pour cette levée de fonds. Et nous avons été heureux d'aller au-delà de ce montant pour l'Égypte. Et aujourd'hui, nous allons contribuer au pilier de l'énergie et à d'autres piliers, notamment le pilier alimentaire. J'espère que cela a apporté de la clarté pour tous ceux qui sont là, même si la personne qui a posé la question n'est pas présente. Merci infiniment, mesdames et messieurs, membres de la presse. Vous avez le pouvoir du stylo, du clavier, de l'image pour relater l'histoire de l'Afrique. Vous avez tout entendu. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, merci infiniment. You've had enough questions. No more questions, my friend.